Bienvenue à Kogianova. Merci d'aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près au monde de l'information scientifique, un monde en pleine ébullition. On va décortiquer les 3 grandes bases de données bibliographiques qui sont au cœur de l'évaluation de la recherche. Voici le programme. On va d'abord jeter un œil aux acteurs historiques, ce qu'on peut appeler l'establishment. Puis on verra l'arrivée d'un nouveau venu, OpenAlex. On va ensuite faire un véritable choc des titans en comparant les données, parler du dilemme de la curation, voir comment tout ce système est en train de bouger, et enfin, on se projettera un peu dans le futur de l'intelligence de la recherche. Alors, commençons par le commencement. Il faut savoir que pendant très longtemps, le monde de l'évaluation de la recherche a été, disons, un duopole. 2 géants se partageaient la quasi-totalité du gâteau. Et ces 2 géants, les voici. D'un côté, on a le fameux Web of Science, qui appartient à Clarivate, et de l'autre, Scopus, propriété d'Elsevier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne sur un modèle quasi identique. C'est un modèle propriétaire, donc payant, avec un accès qui se fait via des abonnements institutionnels, souvent très chers. Et surtout, il y a un processus de curation, de sélection, qui est extrêmement rigoureux pour décider ce qui rentre et ce qui reste à la porte. Évidemment, ce modèle n'est pas sans défaut, loin de là. Il a créé de vrais problèmes systémiques. D'abord, les coûts. Ils sont exorbitants et ne cessent d'augmenter, ce qui met une pression énorme sur les budgets des universités. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi des biais très importants qui finissent par déformer notre vision de la recherche mondiale. Par exemple, une énorme préférence pour les publications en anglais, une sous-représentation flagrante de la recherche venant des pays du Sud, et même des trous béants dans la couverture de certaines disciplines comme les sciences humaines et sociales. Et c'est justement face à toutes ces limites qu'un nouvel acteur a débarqué en 2022. Un acteur qui vient tout bousculer, avec une philosophie complètement différente. Ce nouvel acteur, c'est OpenAlex. Et son credo, c'est simple, l'inclusivité maximale. Oubliez les abonnements, c'est une base de données totalement ouverte, totalement gratuite, sous licence CC0. L'idée, c'est de tout rassembler, d'agréger des données de plein de sources différentes pour créer une carte la plus complète possible de toute la science mondiale. Bon, tout ça, c'est la philosophie. Mais concrètement, en chiffres, ça donne quoi? Eh bien, préparez-vous, parce que la différence d'échelle est absolument colossale. Prenons d'abord le Web of Science. On parle ici d'environ 99 millions de documents dans sa collection principale. C'est déjà énorme, on est d'accord. Scopus, son concurrent direct, fait un tout petit peu plus. Il a passé la barre symbolique des 100 millions de documents. Et maintenant, OpenAlex. Regardez bien ce chiffre. Presque 480 millions de travaux indexés. C'est plus de 4 fois plus que les 2 autres. On ne joue tout simplement pas dans la même cour, l'ordre de grandeur est complètement différent. Mais ce n'est pas juste une question de volume brut. Ce qui peut être encore plus parlant, c'est le pourcentage de contenu unique, c'est-à-dire ce qu'on ne trouve que dans cette base de données. Et là, c'est sans appel, presque 80% du contenu d'OpenAlex est unique. Ça veut dire qu'il capture un univers de recherche immense qui est tout simplement invisible pour les autres. Et si on zoome sur le libre accès, le fameux Open Access, le fossé devient un gouffre. Regardez ces chiffres. OpenAlex indexe près de 25 000 revues en libre accès que ni Scopus ni Web of Science ne voient. C'est une bibliothèque entière qui était jusqu'ici dans l'ombre. Bon, tout ça a l'air fantastique, mais attention, cette approche d'inclusivité totale, cette aspiration à tout indexer, ça a un prix. Et ce prix, c'est le grand défi de la qualité des données. En fait, c'est le compromis fondamental. OpenAlex gagne haut la main sur le volume, mais plusieurs études de chercheurs montrent qu'il y a un taux d'erreur bien plus élevé. Des erreurs dans le type de document, la date, la langue et surtout l'affiliation institutionnelle. Concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, ça va de résumés de conférences qui sont classés comme des articles de recherche à des erreurs sur la langue des publications. OpenAlex a aussi tendance à aspirer un certain nombre de ce qu'on appelle les revues prédatrices, ces publications de très mauvaise qualité qui n'ont pas de filtre à l'entrée. Mais le vrai point noir, le plus gros souci, ce sont les affiliations. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du problème, plus de 60% des documents dans OpenAlex n'ont aucune affiliation institutionnelle. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que pour plus de la moitié des publications, on ne sait pas de quelle université ou de quel laboratoire vient le chercheur. Ça complique énormément tout travail d'analyse sur la production d'une institution ou sur les réseaux de collaboration. Malgré ces défauts, qui sont en quelque sorte des défauts de jeunesse, il ne faut pas se tromper. L'arrivée d'OpenAlex est en train de secouer très fort le cocotier. Son impact sur le monde de la recherche est déjà bien réel et il grandit de jour en jour. On le voit très bien avec cette chronologie. Tout s'accélère. Il y a le lancement en 2022,
Puis des initiatives comme la Déclaration de Barcelone qui poussent pour l'information ouverte. Et puis surtout des décisions institutionnelles qui ont un poids énorme. L'exemple le plus marquant, c'est le CNRS en France, un des plus grands organismes de recherche au monde, qui a décidé de ne pas renouveler son abonnement au Web of Science. C'est un signal extrêmement fort. Alors, que nous réserve l'avenir? L'histoire est loin d'être finie, bien au contraire. L'équipe d'OpenAlex est parfaitement consciente de ses faiblesses et travaille d'arrache-pied pour les corriger et pour bâtir l'infrastructure de recherche de demain. Si on regarde leur feuille de route, on voit des choses très ambitieuses. Par exemple, un portail de curation communautaire. L'idée, c'est de permettre aux universités et aux labos de corriger eux-mêmes les erreurs qui les concernent. Ils prévoient aussi une nouvelle intelligence artificielle pour mieux distinguer les auteurs qui ont le même nom. Ou encore l'intégration des données sur le financement de la recherche. Bref, beaucoup de chantiers pour améliorer la qualité. Et tout cela nous laisse avec une question de fond, une question vertigineuse. Au moment où les données ouvertes, plus vastes, plus inclusives, deviennent la nouvelle norme pour évaluer la recherche, est-ce que ce n'est pas notre définition même de ce qu'est l'impact scientifique qui est en train d'être complètement réinventée ?